Et ça y est, nous entrons dans la dernière ligne droite de cette édition de Naïère 2021. On est ensemble depuis jeudi. Vendredi, c'était réservé plus ou moins aux professionnels. Aujourd'hui, c'était avec vous. Le grand public, on a découvert plein de choses autour de la robotique, de l'intelligence artificielle. Et là, ça y est, c'est le point d'orgue, la présentation d'Ocean One, le robot d'exploration sous-marine. Imaginez un instant un robot qui est capable de fouiller, étudier, d'explorer une épave aussi bien que le ferait un plongeur, mais qui, lui, il n'est pas obligé de remonter à la surface pour respirer. Donc déjà ça, c'est déjà pas mal. Dans un instant, on aura son fondateur et créateur qui va nous en parler un petit peu plus. Mais avant, j'invite Olivier, où est Olivier Ly, le directeur du programme scientifique de Naïère, à nous dire quelques mots sur Ocean One et sur ce qui nous attend. Alors, je ne vais pas parler d'Ocean One parce que Oussama va le faire, mais je voulais juste exprimer Oussama, Oussama est l'une des quelques personnes qui ont créé la recherche en robotique en fait, en France et par le monde, avec Philippe. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur de le recevoir. Merci beaucoup. Et on l'accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est directeur et professeur d'informatique à l'université de Stanford et il va nous présenter Ocean One. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est un grand plaisir d'être ici à Bordeaux. Bien que le temps que j'ai vu il y a un mois, j'ai visité Bordeaux, le temps était magnifique. Mais malgré le temps, Bordeaux est toujours une belle ville et je suis très très content d'être ici. Aussi, je suis content d'être à cette conférence qui s'appelle NAIA. Ma nièce s'appelle Naya et elle était très contente de savoir que j'allais parler à Naya. Je veux vous raconter l'histoire de Ocean One. Ocean One, c'est un robot qu'on a conçu 2014-2013 et l'idée de Ocean One, c'était d'amener un robot aux profondeurs des océans, Alors, une remarque. I'm used to speak in English, and all my presentations are in English. So I'm going to do the franglais, and I'm sorry about that because I didn't realize that I will be speaking to an audience in French. Oussama, juste avant cette précision, je vous invite à enlever votre masque que vous avez sur un petit coin de l'oreille et vous pouvez le poser sur la table. Regardez. Votre masque que vous avez de l'autre côté, je vous laisse. Attendez, regardez, je fais le service après-vente. Ah bon, d'accord. Regardez. Ah oui. Voilà. Merci. Je vous le mets là, et comme ça on est bien. Je vous laisse. Très bien. Donc, vous voyez là Ocean One. Ocean One, c'est un robot très différent des robots sous-marins. C'est un robot qui a des bras, il a des mains, et il a aussi une vision stéréo. Donc, on a amené ce robot sur la Lune. La Lune, c'est une épave qui était un bateau de King Louis XIV. Et ce bateau rentrait d'Afrique en 1664. Et malheureusement, le bateau a sombré off the coast of Toulon. Et on l'a découvert seulement en 1993. Et la raison, c'est que le bateau se trouvait à 91 mètres et à une profondeur où les divers, les plongeurs ne pouvaient pas y aller. Donc, quand on est sous l'eau, et quand on fait de l'archéologie, on a besoin de toucher, on a besoin d'interagir avec l'environnement à travers les mains, les capteurs. Et voici ce qu'on a. Aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes qui nous permettent de voir sous l'eau, mais on n'a pas la capacité d'agir. Donc, l'idée de construire un tel robot, ce n'était pas seulement pour l'archéologie. Il y a tellement de problèmes dans l'environnement sous-marin, prélever des samples, des échantillons, ou placer des capteurs.
réparer des structures sous-marines ou agir dans cet environnement nécessite l'humain. Et ce qu'on a, on a des suits where the diver is going to be confined and it's very difficult for a diver to work in those conditions. Et je me vois en train de parler encore en anglais. Voici comment le plongeur va interagir avec l'environnement. Il va interagir d'une façon très difficile parce que c'est à travers un pinceau placé à l'extrémité de suits. Donc l'idée c'était de mettre un robot qui arrive à bouger, à naviguer sous l'eau avec des bras qui arrive à interagir avec l'environnement et toucher. Et en même temps, ce robot devait se connecter à l'humain. Et on va voir comment, en fait, vous êtes assis sur un bateau, vous allez avoir une interface haptique. Avec l'interface haptique, vous allez pouvoir toucher le fond sans vous mouiller. Vous allez pouvoir agir dans l'environnement à travers le robot et à travers le système haptique. Donc voici l'évolution de design. On a besoin de computers, d'autonomie du robot, on a besoin de thrusters, on a besoin de a lot of sensors. Et l'évolution nous a amené à concevoir un robot qui est presque dans les dimensions de l'humain, avec des capacités qui est augmentée par l'humain. Donc, ce robot est en train de intervenir dans l'environnement et il a besoin de 2 bras. Ici, le robot s'attache à une structure pendant que l'autre main va récupérer un objet. Et construire un robot comme ça est très complexe par l'eau. L'eau cause beaucoup de problèmes. D'abord, le robot doit flotter. Le robot a des structures qui ne résistent pas à la pression. Et donc, on a besoin d'avoir de oil-filled structures, c'est-à-dire il y a de l'huile à l'intérieur des bras pour les protéger, pour garder la même pression. Communiquer sous l'eau, comme dans l'espace, on a des problèmes de radiation. Dans l'eau, on ne peut pas communiquer en utilisant les signaux électromagnétiques. Donc, on utilise la lumière. On flash la lumière très vite et on communique. Les mains, c'est très important. Les mains doivent faire beaucoup de différentes tâches. Et donc, on a construit des mains, ce qu'on appelle under-actuated, c'est-à-dire sont couplées de façon à prendre les objets. Alors, je ne veux pas vous parler des détails de design, c'est assez complexe pour construire un robot qui, comme je disais, flotte et qui soit en même temps capable de sentir les contacts et aussi résister à la pression. Donc, il y a beaucoup de contraintes dans ce design. Et finalement, en collaboration avec Mecha Robotics, on a construit les bras. Et en fait, Mecha Robotics a été acheté par Google et on a dû continuer le projet sans leur support. Voici ce qu'on a fait. On construisait le robot, mais on simulait aussi le robot dans un système qu'on a développé pour la simulation et contrôle des robots variés. Et là, vous voyez le robot s'approcher. Il touche, mais le robot continue à bouger. Il y a une méthode de coordination entre le corps et les bras. En fait, nous, les humains, le font tout le temps, mais c'est quelque chose de très important pour les systèmes robotiques. Et vous le voyez ici, exactement comment le robot arrête les mains et continue à bouger
sans intervenir, sans ajouter des forces sur les contacts. Donc voici le concept de communication. C'est un concept où à 10-15 mètres, il y a un relay station qui nous permet de communiquer, qui permet aussi de recharger le robot. Et le relay station est connecté à un bateau. Et là, il y a tous les robots qui peuvent communiquer avec ce station. Donc, ça se fait à travers un système qu'on appelle optical modem, c'est-à-dire on utilise la lumière pour cette communication. Là, vous voyez la simulation et l'interaction haptique qui est faite, c'est-à-dire l'opérateur va voir en 3D et il va pouvoir s'approcher et prendre les objets, sentir le poids, les placer et les déplacer, etc. Donc, si vous venez à mon laboratoire à Stanford, vous voyez cet environnement incroyable. Les visiteurs adoraient jouer avec les robots, pas seulement ce robot, mais c'est un environnement qui nous laisse interagir à travers le haptic device avec l'interface à l'image et on agit sur le robot qui agit sur l'environnement. Il y a beaucoup de choses cachées, par exemple la dynamique du robot. Et là, la dynamique du robot, c'est quelque chose de très complexe parce que c'est un système mécanique articulé. Et donc, il faut faire très attention comment on positionne les bras quand on s'approche des objets, sinon on peut les casser. Et vous voyez ici à gauche, le bras étendu. Quand on touche, en fait, tout le poids du corps va être reflété au contact, alors qu'à gauche, oui, à gauche de l'image, le bras est plié et donc le contact est beaucoup plus safe. Finalement, on a construit le robot. On a construit le robot en 2015 et on a fait beaucoup de tests de ce robot à la piscine de Stanford. Et là, vous voyez le robot dans ces tests. Il était en évolution, beaucoup de problèmes au départ, mais les étudiants venaient regarder le robot, nager avec le robot. Et finalement, le dernier test était conduit en 2016, début 2016. Et là, vous voyez le robot descendre dans la piscine. Toujours, il y avait des réparations à faire. Et il y avait des problèmes et à chaque fois, il fallait remonter le robot, redescendre le robot. Et finalement, le robot était... voilà, le haptic device. Là, le robot fait le dolphin dance. Et le robot était vraiment prêt pour la mission. On l'a pris à travers Stanford pour la dernière fois. On l'a mis dans un caisson et on l'a envoyé sur l'André Malraux à Marseille. Donc là, le robot est vraiment, pratiquement, il a nagé dans 1 mètre de profondeur. Et donc, on était raisonnable. On l'a envoyé à 15 mètres avec des nageurs. Et là, le robot était en train d'interagir et tester toutes les fonctionnalités du robot. Et puis, on l'a envoyé à 91 mètres sur la Lune. Donc, vous voyez ici la salle de contrôle avec le haptic device. Et là, vous voyez 2 canons qui sont toujours là. Et le robot devait faire une manœuvre pour arriver au vase qui se trouve entre les deux. Et dans cette manœuvre, à 91 mètres, il y a beaucoup de courant. Et donc, tout à coup, le robot était coincé entre les 2 canons. En fait, c'était midnight et le capitaine nous disait qu'il fallait partir. Ça voulait dire qu'il fallait couper le câble et laisser le robot en profondeur parce que le robot n'arrivait pas à se dégager des canons.
Et c'est là qu'on trouve l'importance de haptic device et de l'homme. L'homme immédiatement peut trouver par l'expérience une autre idée, une autre façon d'agir. Et là, à travers le haptic device, on a opéré les bras pour pousser le robot et le dégager et le sortir. Et le robot était sauvé, retourné sur la Lune 2 jours après parce qu'il y avait une tempête. Et ce qui est bien, une fois qu'on a placé les objets dans le container, il suffit de fermer le container vient à la surface. Et puis, voici le trésor qu'on a ramené. Catalan Vase voilà mes étudiants et tout le monde voulait toucher le vase. C'est un Catalan Vase de 1664 qu'on n'a jamais touché pendant des siècles. Et finalement, ce robot nous a ramené l'objet sans le casser, sans scratcher quoi que ce soit. L'année d'après, on est allé à un volcan à Santorin, et ça s'appelle le Colombo Volcano. Et là, c'était une opération qui amenait le robot à travailler avec les scientifiques. C'était une autre opération très, très intéressante. En fait, on n'a pas trop de temps d'aller sur toutes les opérations, mais je veux parler de la Lune et je veux vous montrer une vidéo. Cette vidéo est de 3 minutes qui vous donne une idée sur cette mission qui était la première pour Ocean One. Donc là, on va descendre le robot à 15 mètres pour travailler avec les divers. Et ça, c'était la première fois que le robot allait au-delà de 1 mètre de la piscine. Donc, coordination des bras. Et on était vraiment surpris que tout a marché. On teste les mains maintenant. Vous voyez comment les mains se ferment et on a toujours besoin de 2 mains. Donc, le robot est prêt. Et maintenant, l'opération à 91. Là, ça serait bien s'il descendait là. Donc, ça se passait dans la nuit et tout était calme au départ, mais ça a pris beaucoup de temps pour la descente. Et revient aux 150. Et voilà, on s'approche des canons. Mais là, vous voyez ce qui se passe avec les courants. On y est là. Pas plus loin, revenez pas par là, stop. Et voilà, on a touché le premier canon. Attention, tu tapes le canon. Tape le canon. Et en utilisant le thrusters, on ne pouvait pas le sortir, mais avec le haptic device, on pouvait pousser. Et c'est ce qui a sauvé le robot, et le robot s'est dégagé. Oui. Donc, comme je disais, 2 jours après, on est retourné sur la Lune. Donc, on a fait 2 descentes. Et là, on est allé assez tôt dans la journée, donc il n'y avait pas de problème de temps. Et voici, on a localisé le VES. Donc, il est entre les 2 mains. Il est pris, sécurisé avec la deuxième main. Maintenant, on va le placer dans le container. Non, il n'y est pas encore, il n'a pas posé.
Oussama, tu peux fermer le couvercle avec le bras. Voilà, c'est la fin. C'était incroyable. Après une semaine de travail avec le robot, avec tous ces machines, finalement on a le robot avec l'objet safe. Et c'était une big celebration, bien sûr, avec champagne for everyone, including the robot. Donc, à la suite de cet événement, on a eu une conférence de presse au musée de la mer de Marseille, et il y avait des centaines de visiteurs intéressés par le robot et par l'accomplishment du système. Maintenant, il faut réaliser en robotique, c'est pas seulement à propos d'un robot. C'est une démarche qui nécessite beaucoup de choses. Comprendre les systèmes articulés, comprendre la dynamique, développer le design. Et pendant des années, on a développé plusieurs projets, dont un projet avec Roméo et Juliette. Et je veux vous montrer ça parce qu'il y a quelque chose de très important en ce qui concerne comment on construit des robots avec mobilité et manipulation en même temps. L'idée, c'était de construire un robot capable de travailler avec d'autres robots pour manipuler des objets très larges dans les constructions. Alors, là, vous voyez le robot en train de performer des tâches variées, ironing, vacuuming, et c'est des choses très, très complexes. En temps réel, l'humain est en train de guider le robot dans un mouvement qui amène un autre robot en même temps, où le robot est en train de danser. Et tout ça, ça a été implémenté pour un autre robot qui s'appelle Asimon. Et puis, on a découvert qu'en fait, on peut appliquer tout ça à l'humain. Donc, pendant ces années-là, on a commencé à voir beaucoup de développement en robotique dans beaucoup de domaines, des applications médicales aux services, au warehousing, construction. En medical robotics, le développement en medical robotics est énorme aujourd'hui. Le social robotics est très important. Mais ce qu'on réalise, c'est que pratiquement tous ces robots sont des robots qui amènent la mobilité. Et il y a peu de travail sur la manipulation, l'interaction physique. L'interaction physique va être très, très importante pour le futur du travail et de la collaboration avec l'humain. Et ceci va avoir un impact très, très important dans l'économie, dans la société. Mais les tâches physiques, c'est quelque chose de très, très difficile encore aujourd'hui pour les robots. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que pour le moment, on pense que on va pouvoir amener la robotique pour assister, travailler avec les humains, pour adresser les problèmes de l'environnement dans deux domaines variés, à partir de medical robotics, healthcare, ou assisted living, assisted work, nutrition ou l'environnement. Mais il y a aussi ce qu'on vient de voir, les environnements difficiles ou unreachable environment. Et qu'est-ce qu'on a accompli? On a accompli l'interaction physique à travers des robots industriels in manufacturing. Mais ces robots étaient préprogrammés en utilisant de fixtures, jigs, all kinds of structures. We were able to program these robots successfully and make them work, and now we have millions of robots running all around the world. But when it comes to robots in the real environment, unstructured environment, dans l'environnement qui n'est pas structuré,
Eh bien là, l'idée de travailler avec pre-programming ne marche plus. Il faut agir en temps réel comme l'humain, et l'humain ne travaille pas en calculant des trajectoires. Les humains ont en anglais on dit skills, et ces skills sont très très importantes pour arriver à une abstraction de la façon dont on programme les robots. Maintenant, si on revient aux robots qu'on a, c'est des robots, surtout des robots industriels qui ont été conçus pour être précis. L'humain n'est pas précis du tout. Et donc, précis, ça veut dire on a des robots qui sont assez dangereux, on les isole. On ne peut pas s'approcher de ces robots quand ils sont en fonctionnement. Maintenant, on a besoin des robots comme les robots dont on a besoin pour les environnements instructurés, c'est des compliant robots. C'est des robots qui ont le sens de toucher. Et compliant robots, c'est très intéressant. Là, vous voyez une tâche mettre un objet sur un autre. Il n'y a pas de trajectoire. C'est le contact that guides the motion. La rotation se fait à partir de l'information sur le premier contact et la connaissance de la géométrie. Et cette idée nécessite beaucoup plus de capteurs. Les capteurs nous donnent la compliance, le sens de toucher pour le robot et le contrôle du comportement du robot en contact. À Stanford, on a lancé un projet au milieu des années 90 pour construire un robot. Vous voyez le robot en train de perform aerodynamic ping pong. This is amazing. You're just blowing on the robot, and the robot is moving in response. So this idea brought a lot of development, industrial development, starting with the work at DLR in Germany, and then the first commercial product of compliant robots from KUKA that led to many other development that would allow us today to have the right machine to interact with the environment in real time that are not known in advance. So now we have the robot. Victoire, génial. On a tout ce qu'il faut. Unfortunately, we still have our old habits. That is, we are misusing those robots. We are not using the robot to their full capacity. And we are still computing trajectories to move every joint of the robot to reach a task. So we are still programming the robot like if we were programming computers at assembly language level. And what we need to do is to have an abstraction that would allow us to control these machines with human skills. So primitives, what we call primitives, compliant motion primitives, are amazing. We can observe human and we can learn those primitives. Now, there is no trajectory. In fact, we are moving the surface and the robot's still maintaining the contact. So we can learn a lot from humans, but in order to learn from human, what we want to do is to extract the skills and then build those skills for the robot. Now, we can observe the human, record motions, record forces, and the idea is not like to record trajectories and try to interpolate between them. The idea is to go and look at this data, segment the data, and then try to understand, which means that we are going to look at the frames of compliance and then find the relationship and see what was the strategy of the human in performing that task. Then there is another important aspect, which is we need to realize human and robots are not the same. We need to adapt the strategy to the robot. Then we can execute. So we can teach with haptic. Here you can see how haptic works. We can move the hand and we touch, and now we have recording of everything. And then we can perform this task autonomously. I mentioned before
two hands are very important in unstructured environment. You don't have fixtures. You cannot work. If you place the human hand behind your back, well, you cannot do much. And that means we have to look at all these different capabilities, and we don't have all the robots that we need with all the sensors that we need. So simulations is very important. We developed a platform called Psi that allows us to simulate especially contact, physically correct contact and collision between multi-links colliding at multiple points. So now we can have multiple robots, multiple ocean ones, cooperating. You see these flashes, these the disturbance forces that are applied to the robot. Now, essayez de parler français. Contrôler un robot comme celui-là en contact avec l'environnement est très complexe, mais si on essaye de faire ça de façon systématique et si on essaie de trouver toutes les trajectoires qu'il faut pour toutes les articulations, c'est quelque chose de très complexe. L'humain le fait. Et inspiré par l'humain, on voit que en fait, l'humain a toujours focus on the task, and automatically the posture is adjusted, and automatically contact is maintained while dealing with all the constraints and while also handling the balance. So, inspired by the human, we developed algorithms, we call them constraint-consistent whole-body control algorithms, that allow us to control robots in real time to do things that are almost even, in simulation, very difficult. So here you have 4 surfaces, and you have slippery surfaces. These yellow cones represent where the reaction forces should remain, otherwise the robot will slip. And this is done in real time. And this was implemented on a real robot at DLR. So when we think about this collaboration, I was talking about those levels of whole body control, the skills, but these connections are not happening at the same rate. That is, to control the robot, we need to communicate very fast. But to reason about the environment, it takes longer time because these are input to the lower level systems. What we are developing in robotics here is merely functional autonomy. C'est l'autonomie de navigation, l'autonomie d'interaction avec l'environnement. Mais le cognitive autonomy, c'est quelque chose d'encore très peu développé et très peu connecté au functional autonomy. Et donc, on a vraiment besoin de l'humain. Et avoir l'humain interfacé à travers voice, haptics, or programming allow us to implement this complex behavior on robot interacting in real time with the environment. Now, if the human is interacting with the robot, then we need to make sure that we understand the human. And understanding human, so we were studying human to imitate human. Now, we developed algorithms that are very useful to understand human. So now we can model the human in our simulation and reconstruct real human motion, and then we can go further than biomechanics. So like all these complex, like the shoulder complex, is really not explored. Finding the muscles typically is done using cadaver. So we started to use MRI, and we are able to scan living human and getting more rich and realistic models of the muscles. And all of this is leading to a lot of interesting results in understanding the behavior, the capacity of human. In fact, we are able to use metrics from robotics to apply to metrics of human.
So now we can collaborate with the robots, guiding the robots. En fait, you can see how even the robot is surprised in the motion, going like, what is going on? When we interact with the robot, we should make sure that the robot is not fighting, the robot is complying, and at any point of contact with the robot. This collaboration can be also done haptically. So haptically, here we are guiding the robot to a complex task, and now the robot can learn this task and perform it. There is so many applications to this concept, remote interaction with the environment that are dangerous. For instance, hot cables where you have high tension, and the question is, can we remove the human from here? Well, this is what we are doing. We are going to remove the cable, and the human is intervening, but the robot is autonomous in the task. Le robot a le feedback and le contrôle local autonomously. So when the human is intervening to make corrections. Et on peut imaginer beaucoup d'applications à partir de là. Je veux juste parler de l'application dans le ICU. Rentrer dans le ICU pour faire des tâches parfois très simples nécessite beaucoup de temps de préparation. Et bien sûr, on ne peut pas mettre un robot aujourd'hui directement dans le ICU pour opérer de façon autonome. Donc, connecter the personnel medical to the ICU through a haptic device, it can be amazing. In fact, we have access to the data, we have access even to colleagues, to consult, we have all these abilities. We have the skills of the doctor going in the room, but without physically being in the room. So let's go back to Ocean One. So Ocean One is essentially doing the same thing. We are doing surgery underwater. And underwater is not 100 meters, it's not 200 meters, it's thousands of meters. So we decided to go to 1,000 meters with Ocean 1K. Now, the challenge is, how can you build a robot that can reach those depths and can sustain the pressure there? One of the key problems is the flotta. The flotation is very, very challenging because if you put more density, the robot is heavier, it means more volume, and the robot becomes very big and cannot move in those complex environments. Fortunately, we found in France technology that brings this hollow glass microspheres. Very light, very strong, and you see the blocks, those blocks are allowing us to rebuild the whole form of the robot with much lighter weight. So here is the robot after years of design and development, and I'm going to show you a little bit of the work that we did during last summer, during COVID. We were allowed to use the pool as a laboratory, and we were able to take the robot there and interact with the robot and develop most of the basic tasks that this robot needed. So this robot has also additional capability like moving the head, so we can see the hands and we can locate objects in the environment and interact with the environment. The robot also was learning how to grasp objects, even if the objects move, because now we have compliant fingers. And this is another task where the robot is reaching to a location or coordinating the arms to move and place these objects in locations, learning how to use tools. It was the first steps for the robot, and it was really amazing that most of those concepts were immediately feasible and came to be successful in the pool.
So that was December of 2020, so a year ago, and we were looking forward to going to a big mission that we were planning in Marseille and around Marseille and in Corsica. Michel Lourd is the head of the underwater archaeology at DRASM, and he was the big motivator for bringing this robot to those challenging environment. This was my encounter with Michel came about through a very good friend, longtime friend, who is here. Can I see him? Where is? Ah, Philippe Bidot. Thank you, Philippe. Actually, Philippe was behind that encounter that led us to develop this relationship with DRASM and taking the robot to La Lune, but also in the pursuit of this effort to take the robot to many other expeditions. So our aim was to go to La Ciotat, where we have the Lightning. The Lightning is similar to Saint-Exupéry aircraft. And there are actually two of them around La Ciotat, one at 40 meters. And then we were going to explore Le Protet, which is a submarine at deeper location at 124 meters. Well, the other part of the mission is around Corsica, and there is an area called Aleria, and Aleria is an area that has beautiful treasures, including this 2nd century AD vessel that has beautiful oil lamps. And these oil lamps are really difficult to bring to the surface at 350 meters. And we are going to try to reach that location and bring those lamps to the surface without scratching them. Another vessel that is very interesting, this is an Italian vessel, the Crispy, at 500 meters. Now it's very serious. 500 meters, no human can, even with all kind of technologies, can reach. And this is a vessel that was involved in the Second World War II, and it was only discovered in 2015. So this vessel has also an interesting aspect about the marine biology it has. It has these beautiful white corals. Pardon, je recommence en anglais. Les white corals sont très difficiles à prendre. They are very fragile, and they require a lot of dexterous manipulation to bring them. So we have built special containers, special tools to bring some samples of this for the biologists, marine biologists who are very interested in them. You can notice also there is a number of windows. Well, there is a lot of interesting things inside, but we cannot get the robot inside. So we started to design a concept. I will talk about it in a moment. And here is the Jim Morgan, which is at 600 meters, and then we will continue 750 and to 1,000. So here is some of the preparation we did with the Ocean One in the pool, how to wrap around an object and grasp it. But as I said, grasping object directly with the hand is one thing. You are going to have large objects, small objects, and you need to coordinate the hands together to approach those objects and work with them.
But the most important part is the tools you can use and the tools you can handle and how you grasp these tools. And one of those tools that we conceived is une perche qui is going to allow us to reach inside windows, inside structures that can be far from the robot. So you can see here the example, like you're able to coordinate the hands and move. And also, you might have to rotate these because depending where the sensor is placed, you need to pass la perche between the arms and regrasp it again. So these are some of the tasks that the robot was performing, and these are very difficult because you have only the 3D vision of just focusing on the hands, and you don't have the global view unless you have another robot with cameras that is showing those configurations. So here we are securing part of the task by pushing the object and then grasping it. Here we are luckier, the object didn't move too far. But I wanted to mention this because this is really a new idea that we thought would be fantastic, especially if you are performing some sensing, like you have cracks in structures and you want to scan the structure, so you can see how the robot is scanning the structure as it is moving. Voici l'idée aussi d'ajouter une caméra avec lumière. Et là, on a construit un système électronique avec des caméras de lumière à démarrage delayed starting. And this is so powerful because now we can go inside structures and film what is inside with light that is not there and no robot can handle. Here is beautiful La Ciotat. My students were amazed to learn about La Ciotat and its role in the cinema and the first movie theater in the world that La Ciotat has with Les Frères Lumière. But also it has our boat, the boat that was being built during also COVID. And l'Alfred Merlin, I reached the Alfred Merlin with the robot, and here is my team. A few students, but amazing students who with a lot of energy. And we were doing the first test, taking the robot to the water, calibrating and performing different grasping tasks. Here you can see another hand on the left. This is a hand with 5 fingers. This was done in collaboration with our colleague in Pisa, Antonio Bicchi's group. So here is the control room, a lot of monitors because you have to see all kind of conditions around the robot. And this is one of the small phases. At the end, we are moving, diving on the P-38, and you can see the haptic device where basically you have to think, my right hand is holding the right hand of the robot, left hand holding the left hand of the robot, and now you feel them, and you are working through the haptic to interact with the environment through this interface. So here is at 40 meters the robot, and here the robot over the P-38, and then we went down to 124 on Le Protet, at a higher depth. In fact, already we broke our previous record. It is an amazing site. The rest of the mission is going to be pursued in January. And in the meantime, I wanted just to share with you a small teaser of what will come in February as probably a long film about that expedition. This is, there is some sound maybe here.
So it's a 50-second video just illustrating the motion of the robot on the P38 and on le Proté. You feel a connection between the operator and the machine interacting with the world. You are connecting a human to places that cannot be reached, and this is really amazing. So a mission like this is not just the students who are working on the robot. It involves archaeologists, it involves a big crew that is bringing this robot to the location and helping deploying the robot. It was an amazing experience for our students and for everyone, and it is a story to be continued. These are my students in all kind of situations, but the prize for them is always to return at the end to Paris and have a day or two of tourism and cultural visits. You can see the camera, by the way, and the light on one of those images. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Écoute, Oussama, je peux te tutoyer, je pense. Je voudrais te remercier au nom des organisateurs, de toute la communauté qui a mis sur pied cette manifestation pour ta venue ici. Tu as traversé l'océan et tu as dû rester avec nous 3 jours durant. Tu as pu apprécier la vivacité de la communauté. Vraiment, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions derrière tout ce que tu as fait. C'est une fantastique aventure. Il y a des choses fabuleuses qui ont été réalisées, bien d'autres encore. Alors, je regardais les dernières images là et je me disais, en voyant ton robot faire le ménage, il me ressemble beaucoup, franchement. Non, mais je veux dire par là que il y a une question scientifique derrière. Comment tu peux extraire les bonnes connaissances à partir de la diversité que tu peux constater par toi-même dans les habiletés de certains pour réaliser des tâches techniques sophistiquées comme peut l'être le ménage? Ouais. D'abord, merci Philippe pour ton amitié et pour être derrière beaucoup de ce qui s'est passé avec ce projet. En ce qui concerne les humains et leur how do we say skills in French? On dit habileté. Habilité, ah oui, bon, abilities. Voilà. Okay. On construit des habiletés. Oui, bien sûr. Donc, en fait, on peut regarder une tâche complexe en termes de state machine. C'est-à-dire, il y a des actions simples qui sont connectées par des transitions. Et donc, maintenant, on va à une de ces actions et on va voir si on peut généraliser et comprendre. J'ai montré des exemples de mettre un objet sur un autre objet. En fait, c'est un problème classique en robotique qui nécessite beaucoup d'analyse à travers de graph of contact et représentation dans des espaces de configuration. Mais en fait, l'humain développe des stratégies directes en fonction avec l'exploration qu'on fait de l'environnement. Donc l'idée c'est de prendre ces primitifs d'action et d'essayer de les assembler pour une tâche complexe. L'ordonnance de ces actions va prendre un autre niveau, mais à la base, on arrive à dire on peut programmer avec abstraction d'un primitif. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire, what we need to do is to go away from programming at the lowest level and abstract and reach that level. Alors, je ne sais pas si je résous le problème. Mais je comprends que tu plonges toi aussi dans l'intelligence artificielle, finalement. Écoute, Olivier est-il dans la salle? Je ne le vois pas. Oui, viens pour le mot de la fin, Olivier, quand même.
On peut applaudir Olivier parce que c'est quand même lui qui a eu en charge toute l'organisation de cette manifestation. Voilà, je pense que les premières éditions ont été réussies et les prochaines le seront encore plus, j'espère. Hein, donc, beaucoup de travail encore en perspective. Je te laisse le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, encadré par Philippe et Oussama. Là, je suis vraiment... Quel honneur. Merci à tous surtout d'avoir participé. Et en effet, j'espère qu'il y aura des éditions suivantes. Et merci encore d'avoir traversé l'océan pour venir nous parler. Merci à tous. Au revoir. Merci.